L'hebdo politique. Bonsoir, bienvenue dans l'hebdo politique. Vous êtes sur Radio Sensation Normandie. Ce soir, je reçois Bernard Aubry, maire de Lisieux, conseiller départemental du Calvados et vice-président de la communauté d'agglomération Lisieux-Normandie. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Bernard Aubry, bonsoir. Bonsoir à l'équipe de Radio Sensation et bonsoir aux auditeurs aussi, puisque c'est un tout, c'est une équipe. Vous êtes né le 20 février 1949, retraité de l'enseignement, ancien directeur de l'école primaire. Vous vous dites sans étiquette avec une consonance plutôt d'hiver droite. Vous avez été et vous êtes toujours président du vélo club L'Exovien, créateur entre autres du célèbre critérium d'après Tour de France. Et vous êtes depuis, je crois, l'an passé, chevalier de la Légion d'honneur. On va dresser votre portrait dans quelques instants. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Alors Bernard Aubry, est-ce que ce portrait est juste ? Est-ce qu'il manque quelque chose ? Il ne manque pas grand-chose. Je suis né effectivement le 20 février 1949. Ah, vous y tenez à Faux, c'est ça ? Le Faux, entre Cormeilles et Blangy-le-Château. Mes parents étaient ouvriers agricoles. Et du fait de la mécanisation agricole, ils se sont rapprochés de la ville. Donc je suis arrivé à Lisieux à l'âge de 5 ans. Et là, j'ai suivi l'école élémentaire Jules Ferry. Ouais. Puis je fais partie de la promotion qui a ouvert le cours complémentaire. Ce n'était pas encore les collèges d'enseignement général. C'était cours complémentaire Jules Ferry, classe de 6e, puis 6e, 5e, puis 6e, 5e, 4e, puis 6e, 5e, 4e, 3e, avant d'aller à l'école normale, puisque c'est le choix que j'ai fait, étant donné que j'avais plusieurs options, la Poste, la SNCF, l'armée de l'air, le lycée de chimie à Elbeuf. Et finalement, mes parents étant de modestes ouvriers agricoles qui arrivaient parce qu'il y avait du travail pour répondre aux besoins de l'entreprise ou de l'industrie l'exovienne, eh bien, j'ai choisi celle qui était gratuite, c'est-à-dire l'école normale, moyennant un engagement de la personne pendant 10 ans au service de l'éducation nationale, ce que j'ai fait. Et j'ai pas été très mobile, puisque j'ai enseigné 1 an avant de partir au service militaire au lycée Gambier, au collège Gambier, en classe pratique pré-professionnelle de niveau. Ensuite, j'ai fait mon service militaire à Vernon, tout près d'ici. Et ensuite, j'ai 9 ans dans la petite commune de l'Hôtellerie, pas très loin d'ici non plus, sur la RN13 aujourd'hui, RD 613. Et puis, j'ai terminé par 25 ans à Moyaux, dans l'enseignement public où j'étais directeur. Et j'ai été président du vélo club L'Exovien en 1977 et je le suis toujours et avec beaucoup de plaisir. Et puis quand M. Bauger était maire de Lisieux de 1983 à 1989 dans son 2e mandat, il est venu me solliciter avec plusieurs de ses colistiers pour être conseiller municipal et j'ai accepté. En 1983 jusqu'en 89, j'ai appris plein de choses. Ouais. Plein de choses, notamment la guéguerre, si vous pouvez me passer l'expression, entre le RPR et l'UDF, où l'adversaire, ce n'était pas l'un des deux, c'était l'UDF contre le RPR contre l'UDF, et non pas s'occuper de l'opposition réelle, c'est-à-dire le Parti socialiste ou le Parti communiste. Et puis est arrivée l'échéance de 1989, et j'étais de nouveau candidat sur la liste d'André Fanton, mais étant donné qu'il y avait 2 listes, la division, ça ne paye jamais, ça fait perdre. Donc la liste a été battue, je n'ai pas voulu rester sur la liste, je me suis retiré. Et le sénateur Jacques Descours-des-Acres, qui était maire d'Ouilly-le-Vicomte et également conseiller général à l'époque, avait fait remonter par le biais ou par l'intermédiaire du sous-préfet de l'époque, de plusieurs maires que je connaissais de par mon activité sportive ou associative, leur souhait de peut-être faire appel à moi pour représenter le canton sur la scène départementale. Et j'ai donc accepté, j'ai donc été élu conseiller général en 1992 et aujourd'hui je suis encore conseiller départemental jusqu'en 2020. Et se sont présentées les élections municipales de 2000, où après les 2 échecs de 1989 et 1995,
puisque il y avait toujours la division entre le RPR et l'UDF et deux personnalités locales bien connues, Michel Tricnot et André Fanton. Moi j'ai dit en 2001, ou bien on fait une liste unique et on a toutes les chances de gagner, et je veux bien la conduire. Et là, tout le monde s'est mis en rond et nous avons gagné en 1992, en 2001, pardon, nous avons été reconduits en 2008 et puis 2014. Voilà. Très bien, et monsieur Aubry, on va juste l'histoire politique. On va clôturer sur ce long parcours justement. Est-ce que vous avez une carte postale qui vous correspond bien? C'est instituteur, cycliste et élu de la République. Vous êtes, selon vos proches, un serviteur de l'éducation nationale et du territoire. Ça vous va? J'ai l'habitude de me définir comme étant un grand serviteur de l'État. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose que j'ai retenu de mon instituteur de CM1 qui était Henri Lenoir et qui disait que lui aussi se décrivait comme étant un grand serviteur de l'État. Donc je me considère comme un grand serviteur de l'État, de l'éducation nationale, du sport et de mon territoire. Avant d'aborder les sujets importants de fond, politiques, régionaux ou départementaux et au niveau de la ville, une petite parenthèse d'abord sur votre santé. On se rappelle que vous avez été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2015. Est-ce que ça a changé véritablement votre façon de vivre et de faire de la politique? Comment vous allez maintenant aujourd'hui? Je vais très bien, comme vous pouvez le voir. J'ai effectivement fait un AVC, mais j'ai eu la chance d'être pris en charge par de très très bons médecins sur l'hôpital de Lisieux, centre hospitalier Robert Bisson, où le service des urgences était là tout de suite, et j'avais fait appel à mon médecin, parce que quand je me suis levé, j'ai senti que je faisais un AVC. Donc j'ai pas eu besoin de dire qu'est-ce que je fais, je suis pas bien. J'ai senti le besoin tout de suite de faire appeler le médecin qui a fait venir une ambulance. J'ai été soigné par le docteur Mansour, qui est toujours responsable du service des urgences à l'hôpital Robert Bisson. Et puis j'ai été arrêté très exactement une semaine et je reprenais mon travail une semaine après. Ça veut dire que j'ai été très bien soigné et qu'aujourd'hui je suis peut-être un peu plus bête qu'avant, mais j'adore ce que je fais. Ça n'a rien changé, ça part relativiser un peu les choses? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, cet accident de santé, il est lié vraisemblablement à l'activité sportive, c'est-à-dire au cyclisme, au fait que je fasse du vélo, parce que j'avais un cœur qui battait relativement lentement. Mais par contre, si je suis encore sur Terre aujourd'hui, c'est grâce au vélo. Parce que l'urgentiste Mansour, qui s'est occupé de moi, m'a dit: tu peux dire merci au vélo. Le vélo, c'est peut-être à cause de lui que tu as eu le problème, mais si tu es avec nous aujourd'hui et en pleine forme, eh bien, c'est aussi grâce au vélo. Okay. Et aujourd'hui, je fais autant de vélo qu'auparavant. Donc mangez 5 fruits et légumes par jour et faites du vélo. Pour la question politique au sein du département Calvados, vous êtes membre de la commission développement solidarité du territoire. À quoi ça sert? Comment ça marche cette commission? Alors ça se réunit une fois tous les mois sous la présidence d'un collègue qui est Hubert Courceau, que tout le monde connaît, qui est le premier vice-président. Et ça sert pour les dossiers de développement économique, de développement du territoire, l'aide aux petites communes, l'aide aux collectivités plus importantes, les contrats de territoire avec les agglomérations. C'est très varié, c'est très intéressant. Mais aujourd'hui, la région prend de plus en plus de place, donc il faut essayer de s'accrocher à ce que l'on a mis en place pour pouvoir continuer d'exister. Le président de l'Association des maires de France, François Baroin, est à Pont-l'Évêque pour intervenir sur la table ronde intitulée « Remettre la mairie au centre du village ». Est-ce que c'est urgent pour vous, justement, de redonner du crédit à la fonction de maire? Aujourd'hui, avec la nouvelle organisation territoriale, les régions ont pris beaucoup d'importance et on a l'impression qu'on va vers une recentralisation. Et aujourd'hui, devant la complexité des procédures à suivre pour réaliser quelque chose dans une commune, c'est de plus en plus compliqué, ça coûte de plus en plus cher, et on s'aperçoit qu'on a des communes qui se sont regroupées, qui ont fait pour créer des communes nouvelles, justement pour essayer de répondre au mieux à ce genre de problématiques. Mais néanmoins, la commune reste la collectivité territoriale de base, et les habitants, les Français, de quelque région qu'ils soient, ils connaissent leur maire,
ils connaissent beaucoup moins leur président de conseil départemental ou leur président de conseil régional. Et effectivement, la commune reste le point d'ancrage, le point d'appui lorsque une personne, un habitant de n'importe quel village a un problème, vers qui se tourne-t-elle? Vers le maire. Donc est-ce que le maire a encore du poids? Il faut redonner effectivement de l'importance parce qu'aujourd'hui, il y a une démobilisation des maires peut-être même, parce qu'ils se sentent un petit peu dépourvus de toutes les compétences qui étaient les leurs il y a encore 4 ou 5 ans. Oui. Est-ce que le maire a encore du pouvoir au-delà de sa commune? S'il sait faire savoir ses idées, s'il veut bien faire remonter auprès de son agglomération ou de sa communauté de communes, de son canton, de son département, les besoins qui sont les siens, et donc les siens, ceux de sa commune, oui, il peut exister, mais il ne peut pas rester à l'écart. Et peu importe l'étiquette politique. Peu importe l'étiquette politique, vous avez devant vous quelqu'un qui est un convaincu. Moi, je suis d'abord et avant tout un humaniste. Je tiens de ça, peut-être de mon origine, de mes grands-parents, de mes parents, de mon métier aussi. Et je ne fais pas de ségrégation. J'ai horreur d'être allergique ou hostile à des gens parce qu'ils ne sont pas de la même sensibilité. Je trouve qu'aujourd'hui, il faut faire d'abord et avant tout confiance, appel à la compétence, à l'intelligence de tout être humain, quelle que soit sa tendance politique, et d'accepter de travailler avec. Moi, j'ai l'exemple même, ma liste au niveau du conseil municipal de Lisieux, c'est une liste très élargie, qui va de la gauche avec des anciens membres du Parti socialiste, avec des gens qui sont du mouvement de M. De Villiers. Les Républicains ont essayé de vous attraper aussi. Les Républicains avaient essayé, mais j'ai refusé parce que j'ai tiré une leçon de mon premier mandat d'élu de 1983-1989, où j'ai vu cette guéguerre entre le RPR et l'UDF. J'en ai pris bien conscience, et aujourd'hui, eh bien, j'ai dit qu'il ne fallait, si on veut exister, si on veut vraiment rester soi-même, il ne faut essayer de rester à l'écart des partis politiques, mais on peut prendre cette orientation-là quand on a un certain âge, une certaine expérience. Un jeune, il est obligé de rentrer dans un cadre, sinon il n'est pas pris au sérieux. Bernard Aubry, merci. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de cet hebdo politique. L'hebdo politique. Je reçois Bernard Aubry, maire de Lisieux. Il y a 4 ans, vous militiez, et même au-delà de ces 4 années, pour la création d'une grosse communauté d'agglomération, avec une fusion, pourquoi pas, de plusieurs intercoms pour atteindre le seuil exigé à l'époque de 50 000 habitants. Est-ce que la structure actuelle, on parle de la communauté d'agglo, elle est sur la voie de ce que vous espériez? Alors, j'ai même remonté un petit peu plus loin. Quand j'ai été élu pour la première fois maire de Lisieux, donc c'était en 2001, dans les 2 ou 3 jours qui ont suivi l'élection, j'ai eu la visite des services de la préfecture qui sont venus me dire « Monsieur le maire, votre prédécesseur n'a pas mis en place la communauté de communes alors que c'est une obligation. » Je me suis donc dit « Il faut qu'on s'y mette. » Donc avec plusieurs de mes collègues, nous avons pris le véhicule, on est allé d'un village à l'autre, d'une commune à l'autre. On a mis en place en 2003 la première communauté de communes, Lisieux Pays d'Auge. Puis est arrivée une première réforme qui supprimait les communautés de communes de moins de 5000 habitants. Et donc, à côté de Lisieux Pays d'Auge, il y avait Moyaux Porte du Pays d'Auge, qui était plus ancienne, parce que ça a été une des premières communautés de communes mises en place en France. Et j'ai tout de suite pris contact avec les maires. J'avais la chance que les communes de ce canton étaient de cette communauté de communes étaient dans mon canton. Donc, on s'est rapproché avec Moyaux Porte du Pays d'Auge pour former une communauté de communes qui a pris le nom de l'Intercom Lisieux Pays d'Auge Normandie. Et je leur avais toujours dit, dès le début, dès 2001, vous savez, l'objectif à atteindre, ce n'est pas d'une communauté de communes. Il faut aller le plus vite possible, mais ça demande du temps, parce qu'il faut de la persuasion, il faut de la confiance, vers une communauté d'agglomération. Sinon, nous n'aurons plus notre place, ni dans le département, encore moins dans la région et dans le pays, mais aussi on se doit de pouvoir exister au niveau européen. Et donc pour cela,
eh bien, l'échelon à atteindre le plus rapidement possible, c'est une communauté d'agglomération. Donc, en 2014, j'ai mis en place cette communauté d'agglomération en faisant exactement la même chose. Et donc, elle s'est mise en place le 1er janvier 2017 et elle existe maintenant. Alors, elle est un peu particulière parce qu'il y a une majorité de communes et d'habitants de la ruralité. Donc faire cohabiter la ville avec la ruralité, c'est nécessaire parce qu'il y a des services que l'on trouve dans la ville-centre, mais que l'on ne trouve pas dans les petites communes. Néanmoins, les gens sont dans l'agglomération, mais il y a quand même une certaine méfiance à l'égard de la grande ville. Et aujourd'hui, si il y a des efforts importants qui sont réalisés dans les bourgs-centres que sont Orbec, Livarot, Saint-Pierre-sur-Dive et Mésidon, c'est parce que la santé financière de l'Intercom le permet, alors que ces 4 collectivités-là n'étaient pas dans des situations aussi saines que nous. D'accord. Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas une collaboration plus prononcée avec l'Estuaire, avec ce qu'on appelait le fameux gros pôle de l'Estuaire qui avait été mis en place et imaginé à l'époque par le maire de Deauville? Lisieux est trop loin de la mer, trop loin de la Seine. Alors, quand j'étais président de l'Intercom, je siégeais au pôle métropolitain parce que justement, je me disais que l'estuaire de la Seine, il n'a pas qu'une rive. Il a la rive droite, il a la rive gauche. Et si on veut pouvoir travailler les uns avec les autres, il faut nécessairement qu'il y ait une structure qui regroupe ces gens-là. Donc, le pôle métropolitain était cette structure. Donc, l'Intercom y était. Blangy-Pont-l'Évêque n'y était pas, mais Deauville y était. Donc c'est comme ça d'ailleurs que j'ai fait connaissance plus précisément de Philippe Augier. Et aujourd'hui, on sent que c'est une structure qui a du mal à pouvoir continuer d'exister au sein de la Normandie, parce qu'il y a peut-être des problèmes de personnalité aussi. Édouard Philippe, aujourd'hui le Premier ministre de notre pays, a beaucoup donné, s'est beaucoup investi après Antoine Ruffnac, pour mettre en place et défendre cette structure qu'on appelle le pôle métropolitain de l'Estuaire. On revient sur Lisieux, Bernard Aubry. On a l'impression qu'à Lisieux, rien n'est facile et qu'il faut se battre plus qu'ailleurs pour faire avancer les choses. On va aussi passer rapidement sur ce qu'on appelle le Aubry bashing actuellement, où il y a beaucoup de critiques systématiques. Vous en pensez quoi? C'est compliqué, Lisieux? Lisieux, c'est une ville à échelle humaine, tout le monde se connaît, c'est comme un grand village. En plus, ma personnalité fait que je suis souvent sur le terrain et que je mets un point d'honneur à saluer aussi bien quelqu'un qui habite un quartier défavorisé ou un chômeur qu'un chef d'entreprise ou qu'un fonctionnaire de police ou de la préfecture. Et donc, toutes les remontées, tout ce que l'on peut entendre actuellement, ce sont les prémices d'une échéance qui viendra, et on sent bien que des gens se mobilisent pour rejoindre tel ou tel clan, mais moi je suis avec mon équipe droit dans mes bottes. On a une ligne de conduite, nous travaillons et nous ne cédons pas à la contrainte qu'on voudrait nous imposer. Alors il y a un sujet qui fait vendre du papier actuellement, c'est le fameux multiplex, salle de cinéma Place de la République. Est-ce que vous y croyez encore, en sachant que l'opposition argumente que ce projet serait irréalisable, préjudiciable pour l'hypercentre notamment, et qu'il voudrait le déplacer près de la gare? Où est-ce que ce dossier-là déjà, est-ce qu'il va voir le jour? J'ai envie de vous dire, oui, ce dossier verra le jour. Avec une orientation un petit peu différente, non pas en termes de localisation. Je suis persuadé, mon conseil municipal est persuadé que le meilleur emplacement reste le centre-ville, parce que l'objectif du multiplex, c'est que les 150 ou 200 000 spectateurs qui sont appelés à venir le fréquenter dans quelques années, ça ne se fera pas du jour au lendemain, ils puissent venir dans le centre-ville, consommer dans le centre-ville, faire vivre le centre-ville, animer le centre-ville. Aujourd'hui, à l'image de ce qui se fait à Caen, par exemple. Aujourd'hui, certaines communes ont mis leur multiplex à l'extérieur et ils s'en mordent les doigts en se disant il faut les ramener dans le centre-ville, ce que vient de faire, comme vous venez de le dire, Caen. De grâce qu'à Lisieux, on ne commette pas cette erreur-là. On sait que c'est dans le centre-ville que ça peut
fonctionner, donc il faut tout faire. Nous le faisons. Et actuellement, nous avons été retenus dans le cadre de Action Cœur de Ville au niveau de l'État, parmi les 222 villes. Et justement, le multiplex est un élément moteur, de même que l'ancienne église Saint-Jacques qui devient la halle Saint-Jacques, pour ramener de l'animation, de l'activité au niveau du centre-ville. Et donc, le multiplex n'est pas enterré. D'accord. Il sera enterré quand les pieux seront mis. Mais là, ce que nous voulons, c'est bien travailler avec la DRAC, parce qu'on a eu un véritable problème avec la DRAC, qui est les fouilles architecturales. Oui, qui nous avait imposé des fouilles tellement compliquées que personne n'a répondu. Donc aujourd'hui, on a repris l'angle avec la DRAC, et c'est la ville qui va être porteur du projet, qui va travailler avec la DRAC, et qui va ouvrir le multiplex. Non pas durant ce mandat, les études préalables se termineront à la fin de ce mandat et pourra se construire dans les années 2020. D'accord. Parce qu'il est dans les objectifs, dans les thématiques de Action Cœur de Ville, qui est portée, poussée, financée par la ville avec des subventions d'État. Parlez-moi de Lisieux 2025. C'est un dossier qui a été présenté récemment à Paris. On parle de l'embellissement du centre-ville. La gare aussi qui a besoin un peu de revivre. Et puis la rénovation urbaine, notamment du quartier de Hauteville, avec l'ANRU. Quel est ce projet ? Alors, Lisieux 2025, effectivement, c'est 3 grands projets. Je ne les prends pas par ordre préférentiel. Projet de la gare, qui est devenue une gare nationale, sur la ligne Paris-Cherbourg et Paris-Deauville. C'est déjà une première victoire, parce qu'à une époque pas si lointaine, quand on parlait de la ligne nouvelle Paris-Normandie, il était envisagé un barreau qui faisait éviter à la ligne Paris-Cherbourg la gare de Lisieux. D'accord. Ça voulait dire enterrer la gare de Lisieux. Heureusement, il y a eu cette mobilisation et cette volonté de tous les élus, toutes tendances confondues du Pays d'Auge. Lisieux est une gare nationale, et aujourd'hui, elle est en pleine rénovation avec plusieurs étapes. La première, c'est le parking qui a été réalisé, parking Lisieux Normandie. La deuxième étape, c'est le bâtiment voyageur avec le rehaussement des quais et la passerelle. Et puis, une étape finale qui sera la place devant, qui deviendra devant la gare, qui sera une place multimodale où on aura les taxis, les vélos, les piétons, les autocars, les voitures. Et tout cela est en cours, et les travaux vont durer encore 18 mois à peu près. La passerelle va arriver ça, c'est pour le dossier gare. L'écoquartier de Hauteville. Le deuxième dossier important de Lisieux 2025, c'est Hauteville. C'est le nouveau programme national de rénovation urbaine. On va on a été retenu, donc c'est déjà une chose particulièrement... Un gros chantier de déconstruction, là, aussi. Particulièrement importante. Il faut savoir que Hauteville, ça a plus de 60 ans. Quand je suis arrivé à Lisieux, c'était encore la campagne. Il y avait des bovins, il y avait des vaches laitières, il y avait des pépinières. Et aujourd'hui, ce quartier-là, il vieillit, il a besoin d'être rénové. Et donc, la rénovation urbaine a retenu le programme de Lisieux. Il est vrai qu'il était particulièrement bien présenté parce qu'on avait déjà l'expérience de l'ANRU sur le quartier nord. Et donc là, effectivement, on va aller vers 644 démolitions, reconstruction 322, mais pas nécessairement toutes sur le site de Hauteville. Il y en aura d'autres dans le centre-ville. Il y en aura même 25 à l'extérieur, puisque 12 sont prévus à Mésidon, 8 à Livarot et 5 à Orbec. Et puis l'écoquartier, eh bien, c'est parce que dans les 2 scénarios qui étaient proposés à l'ANRU, on était au comité d'engagement la semaine dernière, eh bien, on a retenu le scénario qu'on appelle Arboretum, justement pour continuer de sensibiliser les gens à cette nouvelle société qui veut qu'on reprenne goût à la nature. Donc l'arboretum pénétrera à l'intérieur, d'où les démolitions, d'où les non-reconstructions sur l'ensemble du site. Et l'écoquartier, eh bien, c'est
développement du pédibus, les circulations douces, place au vélo, place aux piétons, etc. Et le troisième dossier important, c'est le centre-ville, avec les deux dossiers majeurs, le cinéma multiplex et l'ancienne église Saint-Jacques, qui va reprendre vie avec, on l'appelle la halle Saint-Jacques. Ouais. On l'a eu là, il y a 15 jours avec la foire au vin. Et puis, on va l'avoir au printemps prochain avec une exposition sur la libération de Lisieux et du Pays d'Auge, qui est exposition qui est mise à notre disposition par le service du départemental. C'est une exposition qu'on peut visiter tout de suite à Caen. Et donc il sera à Lisieux. Et puis ensuite on va rénover, les travaux vont démarrer au début de l'année 2019, l'avenue qui va du rond-point dans le bas de l'avenue de la Basilique jusqu'à la cathédrale Saint-Pierre, l'avenue Victor Hugo, l'espace Victor Hugo, la place Boudin des Vergers qui est au milieu. Et tout cela, c'est la continuité d'une action qu'on a commencé à mener depuis la gare jusqu'à ce rond-point, puisqu'on a refait la rue de la gare, on a refait le Carmel et l'esplanade du Carmel pour montrer qu'il y a deux directions, deux axes particulièrement importants à Lisieux. C'est de la gare au centre-ville, la cathédrale, et de la basilique vers le centre-ville également. Donc voilà pourquoi nous avons pris ces priorités-là. Et puis il y aura également la modernisation, la rénovation de nombreux immeubles et d'habitations, puisque nous voulons faire de Lisieux, donner de Lisieux une image beaucoup plus positive qu'elle ne peut l'avoir aujourd'hui. Bernard Aubry, ça va être difficile en 20 secondes, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. 20 Déjà secondes. Oui. Il faudra me réinviter alors. Le temps passe vite. 2020, un dernier mandat 2020, un dernier mandat. C'est une bonne question, comme aurait dit M. Marché à l'époque. Mais de toute façon, la réponse, elle m'appartient. Mais j'ai promis à mon groupe majoritaire qu'il serait le premier informé. Donc c'est pas nous. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si je serai ou si je ne serai pas candidat au municipal de 2020. D'accord. Merci Bernard Aubry d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver bien sûr cet hebdo politique en podcast son et vidéo sur notre site www.radiosensation.fr. Bonsoir. Bonsoir. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.